Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Dream Team avec un épisode un peu spécial parce qu'on va essayer de décortiquer, de comprendre ce que fait la BPI, la Banque Publique d'Investissement dans le monde du sport business avec aujourd'hui un invité qui est complètement une des pierres angulaires de l'action de la BPI sur le sport, à savoir Moustapha Khalou. Bonjour Moustapha. Bonjour Pierre. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation, je suis ravi qu'on fasse cet épisode, d'autant plus qu'il est à la veille d'un événement un peu majeur pour la BPI, à savoir Sport Définition qui aura lieu le 19 juin. Mais avant de commencer à rentrer dans le détail de toutes les actions que peut mener la BPI pour le sport français, est-ce que tu pourrais, comme d'habitude avec mes invités, te présenter et ce qui a fait les éléments les plus significatifs de ton parcours? Alors sur mon parcours, moi c'est un parcours qui démarre en 2010. J'ai créé une entreprise, donc démarré sur un parcours d'entrepreneur tout de suite à la sortie des études. Avec cette idée que c'était le moment de revaloriser ou en tout cas de donner de valoriser en tout cas les entrepreneurs, et c'est pour ça que j'ai créé WeDoBiz, un média dédié aux entrepreneurs et aux startups. Alors on en a parlé un petit peu en off, ce qui est drôle c'est qu'on a démarré nous en radio, et à l'époque on t'avait reçu dans nos studios, on vient de le découvrir. Donc ce média il avait vocation à donner la parole aux entrepreneurs, et il est arrivé pile au moment où tout le mouvement French Tech est arrivé. Donc on a pu aussi surfer sur cette vague-là, et puis le média a grandi. On est arrivé très rapidement sur des audiences plutôt significatives. Et puis à un moment donné, on s'est aussi posé la question de très bien, on a lancé un média, et puis il va peut-être falloir gagner de l'argent avec ce média-là. Et donc on a lancé très rapidement aussi une agence de communication en parallèle, et c'était plutôt bien parce qu'il y avait l'agence qui pouvait nourrir le média, puis le média était aussi pour nous un laboratoire qui servait de démonstration à nos futurs clients en leur disant regardez les formats qu'on a fait, on peut aussi les faire pour vous. Et donc très rapidement on a commencé aussi à créer des radios en marque blanche pour nos clients. On a fait de la gestion de réseaux sociaux pour nos clients aussi, à l'époque où c'était encore l'époque où on disait il faut pas aller sur Facebook parce que c'est que du perso. Et puis on nous disait en fait il y a de l'audience aussi là-bas, et puis même si c'est perso, les personnes ont quand même une vie professionnelle, donc on peut quand même aller chercher là-bas. Et puis après tout ce qui est arrivé au fur et à mesure sur du personal branding, etc. Bref, tout ça a bien grandi. Ça a duré 7 à 8 ans. On était une vingtaine de personnes, quelques millions d'euros de chiffre d'affaires. Et puis, il y a un groupe qui nous a approchés. Un rapprochement, comme on dit. Rapprochement. Et qui a voulu, qui démarrait une activité de média d'entreprise. Puis le rapprochement faisait assez sens parce qu'il y avait une question d'influence avec notre média et puis un savoir-faire qu'on avait développé. Donc le rapprochement s'est fait, c'était en 2017-2018, et donc on a cédé l'entreprise. Et puis voilà, ça a été une première très belle aventure avec des hauts et des bas. Enfin, pour le coup, c'est la vie d'entrepreneur, c'est beaucoup de hauts et beaucoup de bas. À la fin, beaucoup de fierté dans tous les cas. Ça, c'est vraiment le truc qui reste. Puis le sentiment aussi d'avoir accompli quelque chose, le sentiment d'avoir créé quelque chose qui perdure encore. Et puis aussi d'avoir fait grandir beaucoup de personnes qui sont passées dans nos bureaux. T'avais toujours voulu être entrepreneur? C'était quoi le déclic Parce que t'as fait ça assez rapidement après ta sortie d'école. C'était quelque chose que je voulais absolument faire. Je me voyais pas spécialement bosser dans une boîte. Je sais pas, c'est peut-être une question de sentiment de liberté à aller chercher. Et donc d'ailleurs l'école que j'ai choisi de faire, c'était une des premières écoles qui centrait tout et absolument tout autour de l'entrepreneuriat. C'était une école de la Chambre de commerce de Paris, et c'était une des premières écoles aussi avec on va dire un parcours licence master qui proposait de l'alternance. Donc très vite dans le monde du travail, très vite très opérationnel effectivement. On a monté beaucoup de projets aussi très pratico-pratiques pour des entreprises qui venaient soumettre des projets à des étudiants qui n'étaient même pas sur des sujets de junior entreprise, mais c'était vraiment tout le but de cette école-là. Et donc je veux dire tout de suite après on est parti dans un incubateur, l'incubateur de notre école. Donc on est presque des enfants de la chambre de commerce avec mes ex-associés, parce que on a fait une école de la chambre, on a fait l'incubateur de la chambre, on a été dans une pépinière de la chambre de commerce, et puis après on s'est développé, et puis on a volé de nos propres ailes. Ça, cette aventure
entrepreneuriale puis intrapreneuriale, parce qu'en fait, une fois que vous avez été racheté, tu es resté dans le groupe un petit peu, c'est ça? Ouais, bien sûr. Comme beaucoup de rachats, il y a une période où on est enfin, en tout cas, on reste un petit peu, ne serait-ce que pour faire la passation. Donc, je suis resté quelques 2 ans à peu près. Le temps de faire une transition, le temps de relancer aussi, de rebooster un petit peu, parce que forcément, quand il y a une fusion qui s'opère, il faut réajuster les choses, il faut repartir sur des nouvelles. On est reparti un peu pour rebooster tout ça. Et puis bon, après, c'est sûr qu'on se dit que une fois qu'on a transmis le bébé, après, voilà, la transmission est faite et on a envie quand même de repartir sur d'autres choses. Et donc dans le autre chose, dans la suite du parcours, il y avait toujours ce truc de dire bon, ok, on a fait une première aventure qui s'est plutôt bien passée. On va repartir sur une nouvelle aventure, et je voulais totalement changer de domaine d'activité. Donc là, on est en janvier 2020. Quitte, ça doit être le 15-16 janvier 2020 où je quitte l'entreprise qui nous avait repris. Et donc je me dis, je vais remonter une boîte. Bon, avant, je pars quand même quelques jours en vacances, histoire de faire un vrai break. Et puis je me dis, je vais me relancer dans une nouvelle boîte. Ce que je fais, je recrée une nouvelle entreprise. Et là, c'est l'année du Covid. Donc fin février ou début mars ou mi-mars, tout est loqué, tout le monde est chez soi. Et j'immatricule ma boîte, je crois, au mois d'avril, ma nouvelle boîte, avec une idée assez précise de ce que je voulais faire. C'était quoi à l'époque, ton idée? Je voulais me lancer dans la cybersécurité. C'était un truc que j'avais en tête depuis un bout de temps. Je voyais un potentiel de marché assez conséquent. Et donc je me forme pendant le moment où on est à la maison. Et puis en fait, j'ai plusieurs anciens clients qui me rappellent aussi et qui me disent on aimerait bien faire des choses à distance parce qu'on va pas non plus rester à rien faire. Et comme j'en avais pas mal qui connaissaient mon expertise on fait des captas, on fait du streaming, on fait de la com, de la prod, exactement. J'ai fait que ça quasiment pendant un an. Donc à distance, c'était les moments où Zoom est arrivé, on a monté des teams un peu montés avec de la capta et de la réal à distance. On a fait des événements. Un de mes anciens clients à cette époque, qui était BPI, m'avait contacté aussi parce que avec toute la programmation événementielle, c'est sûr que de passer à 400 événements par an à tout le monde à la maison, à un moment, il fallait quand même aussi trouver des solutions. Donc il y avait ce côté, on va faire des événements hybrides avec un petit peu de public selon les jauges, et puis tout le reste en stream. Donc il faut monter toutes les infras, les plateformes, la diffusion. Donc j'ai fait vraiment ça pendant un an. Et puis à force de bosser avec BPI, un jour j'ai ouvert les yeux, puis je me suis retrouvé rue de Rouault. Nous sommes rue de Rouault. Et on est rue de Rouault. Et donc ça fait déjà 4 ans. Le temps passe très rapidement. Et puis donc j'ai rejoint BPI. T'as rejoint un client, comme ça arrive parfois. Ça arrive parfois. Et c'était pas forcément ce que j'avais prévu, et c'était peut-être même pas d'ailleurs. C'était pas quelque chose que j'avais envisagé. Qu'est-ce qui t'a convaincu du coup? Il y a deux choses. Il y a d'une part le fait d'avoir travaillé avec les équipes de la direction de la com. Je me suis dit en vrai, c'est quand même pas une boîte publique comme on imagine, c'est-à-dire un truc un peu parfois endormi. Je voyais que c'était ultra dynamique. En vrai, je retrouvais quand même cet esprit de start-up et d'entrepreneur que j'ai pu vivre avant. Donc ça m'allait bien. Et puis après, il y a forcément aussi la mission de BPI qui est quand même incroyable. Ce que je disais, en fait, c'est presque une suite logique parce que après avoir donné la parole pendant 7 à 8 ans avec mon média, tous les entrepreneurs, créateurs, start-up, patrons de PME, patrons d'industrie, experts, etc. Au final, on est quand même dans la boîte qui est peut-être qui stimule l'économie, qui est au soutien des entrepreneurs. Je parlais du Covid tout à l'heure, on l'a vu à l'époque du Covid, ça a été toute la boîte qui a été mobilisée pour des opérations vraiment très presque d'urgence quoi. Et tout le monde était mobilisé pour être au chevet des entrepreneurs, et donc c'est une belle mission et plutôt chouette de participer à ça aussi. Tu as commencé à dire un petit peu ce que fait la BPI. On n'a toujours pas commencé à prononcer le mot sport. Or dans ce podcast, je reçois souvent des acteurs de l'écosystème sport et sport business. Parce que ton titre, c'est directeur sport, digital et international. Le sport, ça prend quelle place dans ta vie avant la BPI et pourquoi voilà, raconte-nous ton lien avec le sport déjà avant même d'aller dans la BPI.
Mon lien avec le sport, je suis, j'aime le sport. Ouais. C'est la phrase un peu classique dans tous ceux qui bossent dans les milieux sportifs. Non, moi j'ai fait du sport depuis que je suis petit. J'ai fait du foot, j'ai fait quelques sports de combat. J'ai eu une époque où je faisais 3 entraînements par semaine en sport de combat et puis un match de foot par semaine. Donc oui, non, j'aime beaucoup le pratiquer. Le regarder, je suis moins un fan de regarder à la télé par exemple. Ou, par contre, aller voir des matchs, ça c'est toujours très 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 chouette. Donc je suis le sport un peu comme ça. La vérité, c'est que bon, on suit évidemment un peu aussi ces thématiques-là quand on est un minimum dans le business, parce que il s'y passe quand même beaucoup de choses. Et c'est plutôt par ce biais-là que j'y suis rentré sur un sujet plus marché et plus entreprise. Bon, ça c'est vraiment avant et c'est vraiment de loin en réalité. Après sur BPI, on y reviendra peut-être après, mais ça fait 2 ans maintenant que j'ai pris le sujet des sports dans ma direction, et avec surtout une idée de comment on transforme un sujet qui existait finalement depuis la création de BPI et qui consistait à sponsoriser des clubs un peu partout en France, à apporter, on va dire, un regard et puis une structuration de marché. Je pense qu'on arrive vraiment à un moment où il est plus que nécessaire et très urgent de structurer le marché, puis de définir un contour pour qu'il puisse y avoir du cash qui émerge des univers sportifs. T'anticipes un tout petit peu une partie que je voudrais vraiment détailler, mais peut-être qu'on pourrait prendre un petit peu de temps pour clarifier ce que fait la BPI, qu'est-ce qu'est la Banque publique d'investissement. Vas-y, explique-nous. Alors, BPI à quoi ça sert? BPI France, ça sert à... Si on devait résumer, déjà la baseline, c'est servir à l'avenir, et en vrai dans ça il y a quasiment tout qui est dit. Après, si je détaille un peu les métiers de BPI France, BPI France c'est historiquement la fusion entre Oseo, la CDC entreprise et puis le fonds stratégique d'investissement. Donc on réunit tout ça pour créer BPI France, et il y a plusieurs métiers dont l'objectif principal et ultime, c'est comment on fait grandir les entreprises, et donc comment on est en soutien de l'économie au travers d'outils. Et les outils, il y a une panoplie d'outils qui existent chez BPI. Ça va du cautionnement lorsqu'un entrepreneur va voir sa banque et qui fait un prêt pour se développer. BPI va garantir ce prêt à hauteur de 70-80%. Ensuite, ça c'est un des métiers historiques d'ailleurs avec Oseo. Ensuite, un des métiers les plus importants, c'est le financement. Toutes les entreprises qui ont des besoins de se développer, ils vont chercher du financement pour leurs activités. Là, on a 50 implantations dans tout le territoire. On est sur toutes les thématiques d'entreprise, avec cette notion, encore une fois, de comment est-ce qu'on écoute l'entrepreneur pour répondre au mieux à son besoin avec des outils de financement. Ça, c'était, on va dire, les métiers un peu historiques. Et puis, au fur et à mesure, il y a plusieurs autres métiers qui sont agrégés. Bon, il y a évidemment l'investissement. L'investissement, on prend des participations dans des entreprises, et ça, c'est un sujet qui est méga important, parce que ça permet à des entreprises de faire des leviers de croissance très, très rapides. Avec des logiques de filière aussi. Avec des logiques de filière, tout à fait. On a des fonds qui sont spécialisés, on a des fonds par secteur d'activité, et des fois par aussi regroupement d'activités. On en parlera peut-être un peu après. Le soutien à l'innovation, direction de l'innovation, avec plein de métiers qui en découlent. Et là, c'est pareil, on a du capital risque, on a tous les sujets de bourse French Tech, on a le financement de l'innovation, etc. C'est la deep tech. Donc beaucoup de sujets. C'est assez tentaculaire, et c'est pas qu'une entité parisienne. La BPI, c'est partout dans les régions. C'est méga important. Cette notion de territoire est très importante. Il y a un maillage territorial en France. Il y a un maillage territorial qui existe de plus en plus à l'international. On a une direction de l'export également, qui permet d'emmener des entrepreneurs aller chercher des marchés à l'étranger, avec là encore tout un tas d'outils d'assurance et de financement. On investit dans des fonds d'investissement avec la direction fonds de fonds. Je fais une parenthèse, que la direction de l'export, je sais pas comment tu l'appelles, mais par exemple, dans le sport, récemment,
vous avez emmené Ouais. un certain nombre d'entreprises au Maroc, Complètement. dans la perspective de la Coupe du Monde au Maroc, Ouais. pour essayer de faire en sorte que l'organisateur des jeux, j'ai un petit défaut professionnel, puisse comprendre, connaître les boîtes qui seraient susceptibles de les aider Bien pour sûr. l'organisation de Ça la fait Coupe. d'un des programmes des meneurs de pouvoir justement embarquer des boîtes du sport, Ouais. prestataires du sport pour aller chercher des marchés à l'étranger. Donc ouais, on a monté cette mission au Maroc. Ouais. D'ailleurs, on a eu beaucoup de retours d'entrepreneurs qui sont déjà en train de signer des LOI. Donc, LOI, tu peux expliquer ce que c'est? c'est des engagements on va Ouais. faire un deal ensemble. Donc ça commence déjà à signer des contrats Ouais. là-dessus. C'est quand même très très source de fierté. Écoute, on va tout de suite prendre cette vague que tu nous as amenée là pour arriver sur le sport. Tu nous as un peu décrit les grands ensembles du travail de la BPI. Pourquoi la BPI s'intéresse au sport? C'est quoi la genèse de l'intérêt de la BPI pour le sport? Parce que finalement, en sous-jacent, il y a quand même pas forcément un désintérêt du sport en France, mais c'est pas un objet qui est vraiment pris très au sérieux et encore moins son industrie historiquement. Tu peux nous expliquer pourquoi vous vous êtes y mis? Alors, historiquement, encore une fois, quand BPI a été créé, il y a quand même eu cette logique qui existait de dire on va aller dans les territoires. Et dans les territoires, le club sportif local a souvent une traction de son écosystème, évidemment grand public, mais aussi écosystème économique avec toutes les entreprises qui peuvent graviter autour. Donc, il y avait cette notion de dire on va mettre de la visibilité de BPI France dans une logique de communication dans les stades et dans les arénas partout en France. Et alors là, le sujet, c'est donc ça, c'est ce qui s'est passé pendant un certain nombre d'années. Et puis depuis, moi j'ai repris le sujet des sports en 2000, il y a 2 ans. Et donc partant de ce constat-là, on a commencé quand même à regarder comment est-ce qu'on allait faire grandir les clubs, parce que c'est aussi des entrepreneurs par ailleurs. Ils ont souvent des boîtes à côté et en parallèle. Et donc, pourquoi est-ce qu'on met pas des logiques d'entrepreneuriat dans les clubs sportifs? Si on regarde la majorité des clubs sportifs qui sont des clubs sportifs professionnels, si on enlève les très grosses écuries je sais pas, PSG, l'OM, au final, on a quand même des gestions qui restent assez artisanales et assez portées uniquement sur le sportif. Ouais. On a souvent tendance à oublier le côté développement business, et le développement business, ça suppose quand même une vision plus long terme que la semaine d'après où il faut que je gagne pour maintenir mes sponsors. Et donc on s'est dit, un des moyens d'aller vite, c'est de brancher l'innovation au club de sport. Et donc, en branchant l'innovation au club de sport, on répondait à 2 besoins pour les startups qui avaient besoin de faire des proof of concept, d'aller tester des solutions à déployer dans les clubs de sport. Et puis pour les clubs de sport, c'était aussi un moyen de leur dire, regardez ce qui se passe, vous avez des solutions pour aller chercher des nouveaux modèles économiques, d'aller engager vos fans de manière plus conséquente. Il se passe beaucoup de choses dans la tech, il se passe beaucoup de choses dans les environnements digitaux. Donc il faut se brancher à l'innovation, et puis c'est aussi bénéfique d'ailleurs sur des outils de performance d'athlète ou d'analyse de jeux, etc. Donc il y a beaucoup de choses qui se passent dans l'innovation. Donc à côté d'un directeur sportif, il faut un directeur développement business. Qui soit autre que d'aller chercher des sponsors, qui reste quand même primordial, mais faut aller chercher d'autres modèles de revenus, faut aller chercher de l'innovation pour peut-être aussi être plus performant sur la gestion. Donc tout ça, on l'a fait en 2023, où on s'est dit, on va faire ce qu'on sait faire chez BPI France, c'est-à-dire produire de l'intelligence, de contenu pour irriguer un peu nos interlocuteurs, l'écosystème, avec des études. On a lancé une étude autour des sport tech à destination des clubs de sport. On a noué des liens avec tout l'écosystème, et puis on a organisé des rencontres entre clubs et start-up. On a embarqué une délégation de club à Vivatech. Enfin, voilà, on a vraiment monté. Et puis en fin d'année, d'ailleurs, en 2023, on avait aussi fait un événement qui s'appelle Innove ton club. Là, c'est pareil, avec un certain nombre de panels, des expos de start-up, et puis des moments de rencontre qui restent assez importants dans nos activités. Donc tout démarre en fait finalement de ces petites PME que sont les clubs des territoires, ou pas que des territoires. D'y associer du coup tout un tas d'acteurs qui sont des pourvoyeurs de solutions pour monétiser les clubs. Bon, je caricature un petit peu, mais vous faites pas que ça.
vous soutenez aussi les ETI, donc les entreprises de plus grande importance ou les grosses PME qui vont à l'export. On peut citer ABO, qui est un grand fournisseur d'infrastructures, en tout cas de matériel des gymnases, etc. Est-ce que tu peux nous dire aussi sur les couches de boîtes un petit peu plus tournées vers l'export, ce que vous faites? Ouais. Et moi, j'aimerais bien aussi que tu nous expliques. Tu as commencé à intégrer la notion de meneur avec tous ces clubs qui font partie du collectif des meneurs, mais en termes d'investissement, parce que finalement c'est un énorme métier de l'investissement chez BPI, dans quelle boîte vous avez déjà investi et qui sont vraiment très axés sur le sport? Ouais, complètement. En fait, en 2024, après justement cet épisode autour de on fait innovation et club, au fur et à mesure des rencontres et de tous nos échanges avec l'écosystème sport et entreprise, on se rendait compte qu'il y avait trop de cloisonnement entre plein de secteurs et plein de verticales de marché. Et puis j'ai fait aussi un voyage à Dakar où il y avait un événement où il y a eu d'ailleurs un déplacement ministériel avec des entreprises qui y sont allées. Et en allant là-bas, en fait, je me suis dit, mais en fait, autour des grands événements sportifs, il y a X boîtes qui sont là pour essayer de prendre les marchés. Ouais. Ces boîtes-là sont souvent des PME ETI. Dans le cadre des Jeux Olympiques de la jeunesse. Ouais, c'était dans Dakar, ce cadre-là. 2026. Exact. Et donc je me suis dit, il y a trop de personnes qui ne se parlent pas. Il faut qu'on puisse rassembler et un peu péter les cloisons. Si on veut que le sujet compte, il va falloir qu'on aille rassembler les entreprises, les financeurs et puis bon après le sport en tant que tel, mais dans notre logique, non pas que le sport devienne presque anecdotique, mais on est pas tellement sur le sujet de comment on développe la pratique, on est sur comment est-ce qu'on va développer l'économie autour des pratiques. Et donc on a lancé justement les meneurs. Alors les meneurs existaient et ça ne rassemblait que les clubs sportifs avant 2024. Et là depuis cette année, donc depuis 2025, on a opéré un total changement sur notre stratégie. On a décliné notre offre meneur sur 4 piliers. Donc, on a gardé les clubs sportifs qu'on a fait évoluer avec un accompagnement un peu plus régulier avec des visios, avec des rencontres dans les clubs où on amène un contingent de clients BPI France, un contingent de sponsors des clubs. On met tout le monde dans la salle, on leur donne un contenu un peu pertinent sur, décarbonation, exportation, etc. Et puis à la fin, c'est aussi le moment où ils peuvent se rencontrer parce qu'ils sont tous dans une zone finalement de proximité. Donc c'est à ça que sert aussi BPI, c'est on crée les espaces de rencontre et puis après charge à tous les acteurs de faire des affaires ensemble. Ça c'est pour les clubs. Pour les startups, on a lancé un accélérateur avec le ministère des Sports. Ça c'était, on va dire, la finalité aussi de tout ce qu'on a fait autour de l'innovation. On a lancé un accélérateur Sportech qui est géré par notre direction de l'accompagnement. Ouais. Et donc l'idée c'est de conseiller. On a créé un espèce de MBA pour entrepreneurs avec cette idée de faire passer les entreprises start-up à presque PME, voire plus gros. Disons qu'ils ont fait le 0 to 1 et voilà. Le 0 à 1 et les aider d'affaires de 1 à 10. 10 Et justement, bonne transition. Derrière, il y a toutes les entreprises PME ETI. Donc, on a fait aussi les meneurs PME ETI. Et là, c'est les entreprises qui sont les prestataires de grands événements sportifs. Entre la pratique et le fan, il y a toute une multitude d'entreprises qui opèrent des activités. Donc, c'est comment on les rassemble pour demain peut-être dupliquer des modèles d'agrégation de savoir-faire et d'actifs. Là, je peux me permettre. Je trouve qu'avec les jeux, on a eu un exemple fabuleux de travail et de coopération entre différentes boîtes, notamment Paname 24 qui était la grande boîte d'événementiel, qui était une réunion de plein de boîtes d'événementiel qui se sont réunis pour faire Paname 24 et qui a organisé une grande partie des événements des jeux, notamment la cérémonie d'ouverture. Donc on peut coopérer ensemble, même si on n'est pas des boîtes qui sont initialement faites ensemble pour exporter le savoir-faire français. Et si on le fait pas maintenant, en vrai, je sais pas quand est-ce qu'on va le faire parce qu'on a eu la meilleure pub, la meilleure promo. Je pense que les clichés des infrastructures qui ont été montées pendant, devant la Tour Eiffel ou à Concorde ou partout ou Grand Palais. Je veux dire, c'est juste exceptionnel quoi. Les images qui ont pu être déployées. Puis au-delà des images, c'est aussi les résultats. Tout s'est passé à la merveille. Il y a eu un engagement finalement qui est venu progressivement, même si évidemment avant c'est toujours un peu compliqué, mais au final
au final, on ne retient que l'expertise et le savoir-faire français. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de sollicitations des entreprises pour aller, ne serait-ce que candidater pour essayer d'obtenir les jeux dans d'autres pays. Et il y a beaucoup d'acteurs qui bougent dans ce sens-là. Je pense que c'est vraiment le moment là d'accélérer, de booster tout ça. Ce qu'on appelle les GESI, les grands événements sportifs internationaux, qui est une espèce d'acronyme un peu barbare. Pour le coup, c'est peut-être une des industries sur laquelle la France est leader. Mais c'est pas un truc qui est vraiment très visible parce que c'est pas une industrie qui a beaucoup de la fame comme peut l'avoir l'IA, la tech, le nucléaire. Mais en fait, les GESI, la France est un peu leader. C'est un vrai leader. Encore une fois, comme tu l'as très bien souligné, il y a tout le savoir-faire qui est à la maison. Et la difficulté, en fait, c'est justement de le marketer et de l'exporter, d'en faire un package et effectivement ensuite d'aller l'exporter. Et ça, à mon avis, ça passe aussi par justement un besoin de revoir un peu tous les modèles liés aux activités du sport, parce que généralement tout vient de l'organisation, donc ça vient d'une fédé internationale qui déploie sur une fédé nationale pour organiser. Bon, je mets les jeux de côté parce que c'est un peu, ça embarque beaucoup d'acteurs, mais si on prend une Coupe du Monde, c'est un peu ça le modèle. Et au final, après il y a un dispatch entre on va prendre une boîte qui va rassembler plein de boîtes, mais on n'est pas encore dans une logique de on a structuré. Et puis une boîte qui fait de l'événementiel sportif, elle fait aussi de l'événementiel, je sais pas, d'autres, des salons XY. Donc c'est assez difficile finalement à mettre des frontières, à dire et à expliquer finalement c'est quoi le marché de l'économie du sport. C'est pour ça qu'on a lancé Sport Définition. On y reviendra peut-être après. Je finis juste sur les meneurs. La dernière verticale qui est un enjeu majeur là pour cette année, c'est la verticale fonds d'investissement. On a lancé les meneurs Invest, d'abord avec une volonté de rassembler les fonds d'investissement qui sont déjà implantés dans les secteurs sportifs. Il y en a plusieurs, et de voir comment est-ce qu'on peut aussi soutenir par notre action, présenter des opportunités, faire grandir des boîtes, mettre en relation et servir encore une fois de plateforme de rencontre entre tous les acteurs. Et puis on a quand même aussi une volonté un peu sous-jacente sur laquelle on travaille, mais qui, il me semble, est vraiment nécessaire, mais c'est vraiment de repenser le financement et l'investissement du sport en France. Donc c'est pareil, on est dans des réflexions avec... On peut expliciter ça ou c'est encore ongoing? En fait, c'est c'est des réflexions qui accompagnent d'ailleurs notamment la filière sport, le comité stratégique de la filière sport dans lequel on est impliqué depuis l'année dernière. Mais c'est aussi une réflexion qu'on pousse nous parce qu'on voit bien qu'il y a un vrai besoin, on l'a dit, de structuration de marché. Et pour structurer le marché, il va quand même falloir à un moment donné attirer les investisseurs privés et qu'on progressivement, non pas qu'on sorte le public totalement parce que il faut que ça bosse ensemble, mais peut-être qu'on dépende plus uniquement de fonds publics, mais que on dépend en tout cas que le sport puisse générer assez de traction pour que les fonds privés y viennent. Et donc s'il y a des fonds privés, il va falloir que il y ait du cash qui revienne par ailleurs, parce que de logique économique oblige, voilà, il faut aller chercher du cash et il faut, je pense, ne pas confronter, on va dire, le côté pratique sportive et on crée de la valeur. Les deux doivent se rassembler parce que tu crées de la valeur et puis ensuite tu peux aussi faire redescendre cette valeur-là plus à des étages différents, donc jusqu'au sport amateur. Mais il faut quand même qu'à un moment donné, il y ait cette notion de le sport génère du cash. C'est rentable d'investir dans le sport. Et ça, c'est un basculement culturel que la France et les Français aussi doivent opérer, et notamment les gens dans le sport, parce qu'en fait, dans plein d'autres pays, évidemment les États-Unis, l'Angleterre, l'Allemagne, en fait, c'est une économie, c'est une industrie à proprement parler, avec un mindset qui est plutôt tourné vers la génération de capitaux, enfin la génération de valeur, et donc qui attire forcément plus d'investisseurs privés. Tu as fait une magnifique introduction du double mot sport définition. Sport définition, vous l'aviez initié. Donc comment on l'appelle ça? C'est la grande messe annuelle de BPI. C'est les états généraux du sport business organisés par BPI. Comment t'appellerais ça, sachant que vous avez fait la première édition l'année dernière pendant les Jeux, et la prochaine arrive le 19 juin. J'aimerais bien que tu m'expliques pourquoi faire sport définition, sachant que vous avez un autre événement majeur qui est big, qui n'est pas que sport, mais c'est peut-être un petit big ça sport. Par contre, c'est la grande messe de
qu'il faut agréger aussi. Donc ce qu'on a fait, on a rassemblé en février 2024 entre 100 et 150 personnes qu'on a mis sur des thématiques. Et là, c'était encore une fois cet objectif de poser un constat. On en est où aujourd'hui? Vous qui êtes les acteurs de l'économie du sport français, c'est quoi la vision qu'on a envie de porter? Et à partir de là, on a fait, je crois, une dizaine de thématiques. Donc, il y avait 10 tables dans nos locaux à Haussmann. On a accueilli 100, 150 personnes, 10 à 15 personnes par table, avec cette idée de mettez-vous autour de la table, réfléchissez, posez un constat et construisons le futur de l'économie du sport ensemble. Tout le monde est d'accord sur le constat pour dire que il faut se transformer, il faut changer. Et puis après, il y a la manière de le faire. Dans cette manière qu'on a voulu faire, en tout cas, c'était d'abord rassembler. On a l'habitude de dire que chez BPI, on fait du co-tout parce que on fait rien tout seul. On n'investit jamais tout seul. Par exemple, dans les entreprises, on est toujours en co-investissement. Là, c'est un peu la même logique. C'est on rassemble, on travaille ensemble, et puis à un moment donné, il faut aussi projeter, que ce soit en France à un public plus large que juste ceux qui sont dedans, les résultats du travail, les visions qu'on a envie de porter, puis les messages qu'on a envie de diffuser au maximum. C'est pour ça qu'on a fait Sport Définition l'année dernière à l'Adidas Arena. Et en fait, c'est quelque chose que, d'ailleurs, effectivement, comme tu l'as souligné, on l'a fait en pré-JO. C'était un mois, je crois, un mois et demi avant la cérémonie d'ouverture. Et finalement, pendant Sport Définition, à mon avis, je crois qu'à quasiment aucun moment on a évoqué les jeux. L'idée, c'était vraiment de parler de l'après-jeu. Et puis le truc qu'on avait un peu vendu à nos partenaires au début, c'était de dire très bien, il va y avoir les jeux dans quelques mois. Il faudrait peut-être déjà se projeter sur les prochains et dire comment on va aller chercher des marchés et planter un drapeau français à Los Angeles avec des boîtes françaises qui vont aller rafler tous les marchés, parce qu'on sait qu'on a tout le savoir-faire, tout le talent, comme on a dit tout à l'heure. Donc je pense qu'il y a vraiment cette notion de dire on rassemble, cette notion de dire on a un message à partager au grand public et au pouvoir public et à toutes les parties prenantes, en disant le marché est en train de se structurer. Il est temps d'accélérer cette structuration de marché, d'en faire un vrai business rentable et de démontrer que c'est un business rentable. Nous, on le sait parce que on est dedans, on sait que ça représente 2,6% du PIB en France. On sait que les grands événements drainent beaucoup de business dès lors que ça s'organise dans un pays, mais dès lors aussi qu'on peut aller chercher des marchés ailleurs. Donc, vrai besoin de pouvoir structurer ce marché-là. On rentre un petit peu dans le détail de ce qui va se passer le 19 juin, parce que j'espère que mes chers auditeurs et auditrices pourront venir et assister aux différentes conférences. Vous avez partitionné en deux grands ensembles, un espace podium, un espace tribune. Tu peux nous expliquer un peu ce qu'on va y découvrir, ce qu'on va y expérimenter? Sport Définition, un grand rassemblement du sport business français. Comme ça, je réponds à ta question d'avant. Même chose, j'ai un peu dérivé aussi. Non, le grand rassemblement du sport business français avec cette année... volonté toujours de pouvoir agréger tous les en tout cas les 4 piliers dont j'ai parlé tout à l'heure, et de pouvoir donner la parole à tous ceux qui font ce marché-là. Donc effectivement, on a le podium, on va avoir 35 à 40 top speakers qui vont se relayer sur la journée. Parmi les noms, on aura notre CEO qui sera là, Nicolas Dufour, qu'on aura Philippe Diallo de la Fédé, on aura le patron de la Kings League, on aura des entrepreneurs avec des patrons de PME comme Fermat, comme Fusalp. On essaye vraiment de pouvoir donner la parole à des personnes assez différentes, qui ont des visions différentes. Le patron de l'équipe, évidemment. Donc l'idée, c'est de vraiment dresser un peu le tableau et puis de pouvoir agréger une série de visions qui à la fin nous donne, on va dire, la big picture de ce qu'est le secteur. Ensuite, on a les tribunes, et les tribunes, c'est issu des travaux qu'on fait en amont tous les ans, où on rassemble tous les décideurs de l'économie du sport et où on leur donne la parole justement pour un peu faire le reveal des travaux qui ont eu lieu pendant les ateliers. Mais c'est pas que ces deux espaces-là au final, parce qu'il
y a aussi évidemment dans le centre, ce sera dans le centre de la fosse. Moi, je suis déjà dans la projection, je suis dans l'aréna. Entrée 12B. Ouais. On arrivera par la coursive et puis on arrivera donc dans la fosse où on sera avec une expo de start-up qui vont faire des démos de leurs produits, puisque encore une fois, innovation, c'est important pour se développer. On aura des arénas où on aura des partenaires qui vont faire des ateliers. Plus d'ailleurs cette année, la nouveauté pour les arénas, c'est qu'ils vont être un peu plus interactifs, où on va vraiment solliciter le public pour qu'il participe aux réflexions. Ensuite, on aura Big Media. Donc Big Media, c'est le média de BPI France. On aura des émissions. On va aussi organiser notre émission La causerie des meneurs qu'on fait régulièrement aussi pour les meneurs. Puis et puis il y a quelques nouveautés aussi. Cette année, on a créé un espace qui s'appelle Sport Connect, où on va organiser des rencontres pour qu'il y ait des moments de networking, avec des moments de networking qui vont pouvoir permettre au public et aux entrepreneurs, aux startups, fonds d'investissement, etc., de pouvoir se rencontrer et d'échanger et de éventuellement faire des affaires. Ça, c'est quelque chose qui est arrivé aussi parce que l'année dernière, sur la première édition, on a eu beaucoup de personnes dans les retours qui nous ont dit c'était génial, j'ai fait des rencontres et aujourd'hui on bosse ensemble. Et ça s'est fait un peu par hasard, c'était pas forcément organisé. Donc là, on essaie de le structurer parce qu'on sent bien qu'il y a une vraie demande par rapport à ça. Et puis on a demandé aussi, enfin en tout cas c'est un objectif aussi qu'on s'est un peu fixé, c'était d'internationaliser un peu l'événement. Parce qu'on se rend bien compte que si on reste en France, là je reprends aussi ma logique d'entrepreneur, c'est que si on veut se développer vite, il faut se développer international. Donc on essaye d'ouvrir très rapidement les liens avec déjà les pays européens. On a fait des rencontres assez intéressantes avec des camarades de côté de l'Angleterre, avec le réseau qui s'appelle Leaders in Sport, qui seront présents. On aura quelques représentants qui vont venir. On commence à créer des passerelles avec aussi l'Allemagne. On aura le patron de l'innovation de la Bundesliga qui va intervenir. Et puis, on aura pas mal de personnalités du monde du sport qui vont venir aussi d'Afrique. Donc, on aura les représentants du COJO de Dakar. On aura plusieurs personnes qui vont venir d'Afrique. Enfin bref, l'idée c'est quand même de pouvoir commencer à faire rayonner Sport Définition à l'international et qu'on devienne vraiment une plateforme européenne aussi pour le sport business. Moi, je suis toujours curieux parce que c'est un investissement certain de la part de BPI, des partenaires. À quoi tu mesures la réussite d'un événement comme ça? Bonne question. Il y a forcément une question d'affluence parce que nous on n'est pas tellement. Enfin, l'entrée est gratuite, donc finalement il y a rien qui empêche les personnes de venir. Et puis on a vraiment cette logique aussi. On a une mission chez BPI France, c'est quand même aussi en tant que direction de la com, c'est de pouvoir aussi raconter au grand public et à tous les Français ce que fait BPI France en soutien de l'économie. C'est pour ça que tous nos événements sont toujours accessible gratuitement. Après la réussite de l'événement, c'est aussi les rencontres qu'on crée. À partir du moment où il y a des contrats qui se signent, moi j'ai envie de dire, j'ai presque fait mon job, quoi. Et derrière, c'est aussi bénéfique pour BPI France parce que nous aussi on a on reste une boîte business, donc soit on investit dans des entreprises, soit on finance des entreprises. Là, je regardais la semaine dernière pour faire un petit état des lieux sur notamment les boîtes de l'innovation. C'est déjà 300 millions de fonds, enfin de financement opérés auprès des boîtes de l'innovation du sport depuis la création de BPI France. Donc c'est pas rien, c'est presque 50 millions par an. Ça fait quand même déjà beaucoup de financements qui sont faits. Et je parle vraiment que de financement on va dire de boîtes assez restreintes finalement. Mais ça fait déjà beaucoup d'injections dans ces entreprises-là. Puis après, c'est aussi de l'investissement dans des entreprises parce que on se crée des opportunités. Donc, on a investi dans des boîtes comme Casa Paddle. On avait fait une prise de participation chez Cornillo. Et d'autres. On est aussi dans les boîtes, dans les salles d'escalade comme Arcos. Donc vraiment, il y a cette vraie notion de dire, en fait, on crée des opportunités pour les entreprises, les entrepreneurs, pour que eux fassent des affaires, et puis aussi pour BPI France, parce qu'à la fin, ça permet aussi pour nous d'être dans notre métier, qui est de soutenir les boîtes et l'économie. Bien, on arrive un petit peu aux questions de la fin. Je pose souvent cette question à mes invités.
Qu'est-ce qui te rend optimiste et qu'est-ce qui te rend pessimiste pour les boîtes de l'écosystème sport et pour la mission de BPI, évidemment? Ce qui me rend optimiste, c'est que je pense qu'il y a une vraie prise de conscience. C'est assez partagé, hein. J'ai pas mal de discussions avec des entrepreneurs, avec des investisseurs, où on s'aligne beaucoup sur notre vision, et ça c'est plutôt hyper encourageant pour la suite. Ce qui me rend pessimiste, je pense, je le disais tout à l'heure, il y a quand même une notion de, on va dire, d'entités qui sont quand même assez dures à transformer. À convaincre. À convaincre, Ouais. à convaincre. En tout cas, je pense que tout le monde a pris le constat. Puis après, comme il y a des grosses machines, des fois qui sont assez difficiles à faire bouger pour X raisons, à un moment, oui, c'est sûr que c'est peut-être un peu le truc où je me dis. Ouais. Ça pourrait aller plus vite et à la fois je sais que la démarche est quand même engagée. On va voir à quel point on peut accélérer les choses. Ouais. Est-ce que, parce que pareil, quand les entrepreneurs que je reçois, je demande souvent, est-ce qu'il y a un benchmark à l'étranger d'une boîte qui t'a beaucoup inspiré dans la manière dont tu opères ta propre boîte? Est-ce que toi, tu as des modèles d'inspiration dans l'accompagnement par la force publique d'un écosystème comme ça, où vous êtes déjà un petit peu à l'avance de tous les autres, parce que la France est assez interventionniste? C'est intéressant parce que c'est pas parce que je bosse chez BPI France, mais un outil comme BPI France, c'est assez unique au monde. Ouais. Et en vrai, quand on voit la puissance qu'on arrive à mettre dans tous les secteurs de l'économie et presque, enfin, il y a beaucoup de banquiers chez BPI, mais il y a quand même en fait, on essaye aussi d'être à l'image de nos clients pour y répondre au mieux, déjà parce que, enfin voilà, c'est plus efficace, mais quand même, il y a quand même ce comportement très entrepreneurial qui existe, d'une part, et puis cette panoplie de services intégrés, opérés par quelque chose de, même si c'est assez gros, finalement, c'est 5-6 000, ouais, 4-5 000 personnes, je crois, BPI. Donc c'est pas non plus tentaculaire, donc ça nous laisse une agilité, ça nous laisse aussi une capacité à innover et puis à être très rapide dès lors qu'on dit on va lancer une action XY. Derrière, on arrive à déployer de manière très forte parce que il y a cette logique on est voilà, on est des entrepreneurs, des intrapreneurs, peu importe. On a cette notion de vouloir impulser aussi des notions de allez-y, foncez, puis on est derrière, quoi. Ouais. Enfin, on est à côté de vous. Il faut y aller. Il faut y aller. Nous, on sera à côté. Notre question, c'est dessine-moi ton sport français dans 5 ans. Tu as une baguette magique. Tout s'est bien passé tel que tu le souhaites. Ça ressemble à quoi dans 5 ans la réussite grâce à ta baguette magique? Ça ressemble à ça ressemble à une économie qui est reconnue comme étant une économie fructueuse dans 5 ans. En soi, on pourra dire demain le sport c'est un marché dans lequel si on n'y va pas, en fait on a raté quelque chose. C'est un marché, c'est aussi un secteur d'activité où les nouvelles pratiques viennent enrichir les pratiques plus traditionnelles. Quand je prends l'exemple, tout à l'heure je parlais de la présence du CEO de la Kings League qui sera à Sport Définition. Mine de rien, c'est reprendre un sport, reprendre le sport le plus populaire du monde, et puis de le réinventer avec des logiques qui répondent à des pratiques d'aujourd'hui, à des usages de consommation, en se disant ok, le sport devient presque anecdotique dans la Kings League. Il y a tout l'effet de jeu qui existe un show d'entertainment. Et donc ça c'est en train de se dupliquer à fond, et puis à un moment on pourrait imaginer des croisements entre le foot traditionnel et la Kings League, ce qui se fait là un peu intuitivement avec des anciens footballeurs qui prennent la direction d'équipe, etc. Mais on pourrait même imaginer demain des croisements très forts avec des nouvelles pratiques, et puis les pratiques un peu plus traditionnelles. D'ailleurs, il y a la finale de la Kings League à Paris 5 jours avant Sport Définition. Donc une fois encore, la France accueille un événement pas aussi majeur que les Jeux, mais quand même la Kings League, Baller League, c'est un peu les nouvelles ligues qui ont un peu une grosse tendance, et c'est la France qui accueille ces finales. Écoute, j'ai ma dernière question, c'est est-ce qu'il y aurait des entrepreneurs que la BPI soutient dans le sport dont tu aimerais un peu entendre le récit dans un épisode comme celui-ci? Après, il y en a pas mal. Si je parcours un peu dans différents secteurs,
Là récemment, j'étais avec Julien Pierre qui fait Fair Play for Planet. Ce que j'aime beaucoup avec Julien, et d'ailleurs c'est ce que j'ai dit lors de ces trophées qu'il a remis cette semaine, c'est que je trouve que c'est l'exemple du sportif qui fait une transformation entrepreneuriale, qui à la fois malgré on va dire la noblesse de sa mission sur l'écologie, le climat, la RSE, n'est pas non plus dans l'injonction. Il est plus dans on vous embarque parce que c'est nécessaire, mais pas dans l'injonction. Et puis le parcours entrepreneurial, moi ça me parle, donc je reconnais que c'est plutôt très très chouette. Après il y a des industriels, j'en ai parlé, hein. Il y a des mecs qui sont assez impressionnants. Benjamin Saada de Fermat, c'est plutôt une belle réussite qui continue de se développer. Il a levé 60 millions récemment. J'aime beaucoup évidemment ce que fait j'y reviens, le patron de la Kings League, Jamel Agua. Je trouve que c'est vraiment un truc très très costaud en très peu de temps. Dans les start-upers, il y en a plein en vrai. Qui sont très actifs. Je pense à Antoine de d'Iptimize, je pense à Christophe de Vogo, où il y a vraiment beaucoup de savoir-faire qui sont là et qui se développent très très vite sur des sujets liés en plus à des technologies où encore une fois la France est assez en pointe, notamment sur des sujets liés à l'IA. Voilà, il y en a vraiment un paquet dans les boîtes qui vont à l'export. Il y a évidemment il y a les gros, hein, il y a GL, il y a l'Oxam, puis il y a aussi on va dire les PME TI. Je pense à Metaluplast, je pense à Cryo Control aussi, qui se développe à l'international de manière très exemplaire et très forte. Donc franchement, il y a vraiment des beaux talents. Et il y aura d'ailleurs une tribune ou un podium, j'arrive pas à distinguer, sport et industrie bien sûr. à BPI. Donc en effet, les boîtes industrielles en France, ça n'a pas complètement disparu. Non. Et il faut en effet les soutenir. Écoute, merci beaucoup Mustapha. Chers auditeurs, n'oubliez pas de vous abonner pour avoir encore des super invités comme aujourd'hui. Et on se retrouve le 19 juin à Sport Définition, à l'Adidas Arena, à Paris. Merci beaucoup. Bientôt.